quelque part sur la côte nord-africaine. Un bateau rentre de la pêche. Une petite île couronnée par un phare. Trois jetées. Un port. Voici Cherchell, que rien ne semble signaler à l'attention, pas même sa grande place plantée de bel ombrage, et que nul ne soupçonnerait être l'héritière d'un prestigieux passé. Cependant, des stèles latines, certaines surmontées d'un croissant oriental, attestent la présence des hommes il y a près de 2000 ans, comme ce marchand d'huile curieusement vivant avec sa louche et son amphore. Dans les ruines d'un ancien temple, un petit berger fait paître ses moutons, tandis que des ouvriers indifférents exhument constamment de tristes restes. Monuments, objets qui furent les témoins impuissants de la peine et de la joie des hommes et demeurent les derniers vestiges d'une civilisation détruite. Dans la ville sœur de Tipaza, ce charmant théâtre avec sa couronne d'oliviers n'évoque-t-il pas le délicat poète des travaux champêtres, le doux Virgile? Et si du mur de scène il n'existe plus que les fondations, la vue des galeries extérieures ne témoigne-t-elle pas de la sûreté d'un goût et d'un amour du paysage qui fit placer ce théâtre sur une molle ondulation du terrain face à l'abrupte chénois? L'esprit se plaît à évoquer au sommet de l'édifice les statues des déesses et des dieux qui en étaient jadis la parure. C'est à Hercule que Juba Ier, roi de Maurétanie et adversaire de Jules César, faisait remonter l'origine de sa dynastie. Son fils, Juba II, protégé d'Auguste, fut en même temps qu'un des plus fins érudits de son époque, le véritable fondateur de la Cherchell romaine, Césarée. Époux de Cléopâtre Sélénée, fille de Marc-Antoine et de la célèbre Cléopâtre dont elle ne semble pas avoir hérité la beauté, il eut un fils, Ptolémée, qui fut assassiné par Caligula. Aux environs de l'an 0, Césarée se présentait donc comme une vaste demi-circonférence dont les murs d'enceinte délimitaient une ville 40 fois plus grande que la Cherchell actuelle. Née de la tradition phénicienne par suite de l'existence de cette île, qui offrait un abri à leurs navires, elle fut avant tout un port, le débouché du blé et du vin africain, et le centre de rayonnement de l'art et de la technique gréco-romaine. Cette jetée dont certains blocs résistent encore depuis 2000 ans aux plus furieuses tempêtes de la Méditerranée est contemporaine de Juba II, et marquait la limite du port romain 20 fois plus grand que le port actuel. L'enceinte romaine courait le long des crêtes des collines qui se découpent à l'horizon. Mais pour alimenter cette métropole dont la population s'est élevée jusqu'à 100 000 habitants, les ingénieurs romains avaient construit un réseau de routes et d'aqueducs dont il ne reste que quelques tronçons. Celui-ci dresse sa silhouette altière à quelques kilomètres de la ville.
Si à Césarée les pierres des monuments romains ont servi en grande partie à édifier les villes postérieures, les fouilles de Tipaza ont permis de découvrir quelques monuments assez bien conservés, comme ce château d'eau orné de colonnes, où les esclaves puisaient l'eau pour leur maître. Et ce tribunal perdu dans les lentisques, où les citoyens venaient porter leurs querelles, à l'ombre de la statue de l'empereur. Cette magnifique statue de marbre est probablement celle d'Auguste, parée de la cuirasse de cérémonie. La décoration comprend Mars Ultor, le dieu vengeur, qui semble apporter sa protection au personnage placé au-dessous de lui, sans doute César présentant une victoire à Vénus Génitrix ou Vénus Victrix, protectrice de sa Sagesse. Au-dessous d'eux, un triton et un centaure affirment la grandeur d'un art qui s'est allié le goût du détail à la sûreté de l'exécution. Des médaillons apportent une note de fantaisie et terminent cette œuvre magistrale. Aussi importante dans la vie de la cité que la statue de l'empereur était celle d'Esculape, où, parmi les fumées de l'encens, les prêtres, dissimulés dans une niche entre les jambes du dieu, prédisaient l'avenir aux trop superstitieux habitants latinisés de Césarée. Aujourd'hui, les têtes colossales n'effraient même plus les arrière-petits-neveux des Césaréens antiques. Les thèmes marins ont toujours été à l'honneur chez les artistes de l'Antiquité, dont le monde se bornait aux rives de la Méditerranée. Et Neptune et les divinités aquatiques ont été maintes fois traitées. Cette charmante mosaïque représentant Ulysse et les sirènes permet de relever une erreur universellement commise. Les sirènes n'étaient pas des femmes poissons, mais plus poétiquement des femmes oiseaux qui accompagnaient leur chant de la musique des lyres. Cet instrument était également l'attribut de plusieurs des muses, servantes du haut protecteur de Césarée, le puissant dieu des arts et des lumières, Apollon. Tout dans cette œuvre unique, perle du musée de Cherchel, dénote la perfection. Ce serait une copie, mais quelle copie, d'un bronze de Phidias. On ne sait si l'on doit plus admirer l'équilibre, la concision de cet ensemble presque architectural, ou l'habileté suprême avec laquelle l'artiste sut inspirer à son marbre les frémissements d'une vie dont les valeurs esthétiques semblent seules détenir les clés. Opposé à ce qu'on peut considérer par son calme majestueux comme un parfait symbole du classicisme, cette statuette de Diane, sœur d'Apollon, illustre la variété de la statuaire antique, mais son dynamisme affirme encore la maîtrise d'une technique qui sait choisir un genre de sujet approprié à la matière employée, ici un onyx translucide. La déesse de la chasse a également inspiré les mosaïstes de Césarée qui ont traité souvent avec bonheur de petites scènes où interviennent de nombreux animaux sauvages. Mais le tigre, qu'on ne rencontrait déjà qu'en Asie, appartient à la mythologie de Bacchus, laquelle avait fait de nombreux emprunts à l'Orient mystérieux. Cette petite Vénus à la sandale a toute la grâce décorative de l'art hellénistique. Sa sœur, la Vénus de Cherchel, permet, par la pureté et l'éloquence de la moindre de ses formes, de mesurer en même temps que la prééminence du classicisme sur les autres modes d'expression, l'amplitude d'une évolution qui devait aboutir à l'œuvre précédente et le nombre des styles qui se succédèrent dans l'art antique. Entre cette canéphore, archaïsante où le marbre indompté impose aux draperies un certain esprit de systématisation et aux genoux la raideur, et cette pseudo-cérès aux épis de blé, où la technique a remplacé toute inspiration, près de 8 siècles se sont écoulés.
Mais 15 siècles plus tard, les tribus arabes qui peuplent les environs de Cherchell laboureront et sèmeront encore, suivant les préceptes des agronomes latins. Enfants et vieillards vont toujours porter leur récolte à ces arrêts. La gandoura des femmes arabes rappelle la toge romaine. La construction des vieux marabouts sont abrités les reliques des saints musulmans et toujours inspirés par l'exemple de Rome. Cette Rome dont l'universalité ne subsiste plus que par la grâce de l'Église. Ce sont encore les ruines de Tipaza qui nous permettront d'évoquer l'église chrétienne primitive. Ce sol nu, où le roc le dispute à la mer, était l'emplacement de la cathédrale. Et dans un décor encore plus sauvage, s'élevait la basilique Sainte Salza, du nom de la petite sainte de Tipaza qui fut lapidée pour avoir brisé les dernières idoles païennes. Son corps jeté à la mer fut retrouvé intact au pied de cette falaise aride qui fut bientôt entourée d'une immense nécropole. Des milliers de sarcophages anonymes, dont beaucoup sont encore inviolés, abritent les restes des premiers chrétiens d'Afrique, qui, dans la simplicité de leur foi, dorment dans ce désert de pierre. Mais l'histoire a suivi son cours. Et tandis que dans son église entièrement faite de pierres romaines dorées par le soleil, le curé de Cherchell se prépare pour les vêpres, la poste, dont la colonnade est elle aussi romaine, présente son animation coutumière. Et tandis que le muezzin appelle les fidèles à la prière du soir, le café mort dont la porte s'orne d'une inscription latine connaît une semblable affluence. Les élèves officiers, héritiers des athlètes antiques, abandonnent le stade et ses colonnades à leur solitude millénaire. Dans le soir qui descend sur la terre africaine,
Phébus Apollon conduit son char vers les colonnes d'Hercule et, délaissant sa cité, l'abandonne une fois de plus au sortilège de la nuit.